bonjour, donc je suis Rémi Charoc de Télécom ParisTech, membre de l'IMT, Institut Mines Télécom, et je vais faire une présentation shampoing, en fait, 2 en 1, parce que j'ai décidé de vous montrer rapidement le Codecast. C'est un outil qu'on a inventé pour mon parcours de MOOC langage C. Et alors je vais pas faire le grand zapping parce que je suis pas le seul à être fatigué, je pense, de la journée qui était très dense. C'est très intéressant. Mais on va faire un petit zapping. Et de toute façon, vous aurez toutes les vidéos du grand zapping sur YouTube, sur ma playlist YouTube, dont je vais vous donner le lien. Alors, mon parcours de MOOC est sur Fun, et y compris ici sur le site de l'Institut Mines Télécom. ABC du langage C, programmer en C, c'était un challenge d'apprendre à programmer en C pour des grands débutants, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais écrit une seule ligne de code informatique de leur vie. Donc, pendant ces MOOC, j'ai des petites vidéos classiques où je parle avec derrière des petites incrustations. Il n'y a pas de PowerPoint, c'est des choses assez simples. Et j'ai pas fait de screencast. C'est-à-dire ce qu'on a vu à l'école 42, on voit du code et un petit prof en bas à droite. J'ai inventé un outil avec France IOI, c'est une association qui forme aux Olympiades internationales d'informatique, qui permet d'écrire, en tant que prof, d'écrire du texte qui correspond au code et de le commenter en audio. Ça ressemble à de la vidéo, sauf que le texte du code est éditable. Vous pouvez le tester directement, on a fait un site internet pour que vous puissiez le tester en allant sur codecast.info. Donc j'y vais, et je vais vous montrer, il y a déjà un petit exemple. Il faut de l'audio, donc je branche le câble audio, je mets l'audio, j'espère que ça va marcher. Ici on a le player, donc c'est un exemple d'un codecast qui est très simple, c'est le Hello World, qui est le programme qu'on... Écrivons sans plus attendre notre tout premier programme très simple qui affiche Hello World, le fameux Hello World. Donc ici vous voyez j'ai appuyé sur la touche play et on a comme un lecteur de vidéo, sauf que si je scrolle dans le temps ici, eh bien on voit que j'écris du code informatique et en même temps, donc je fais exactement ce que l'école 42 ne veut pas qu'on fasse pendant les screencasts. C'est-à-dire que j'écris et en même temps que j'écris, j'explique ce que je fais et je fais des erreurs. Et je dis, ah oui, je me suis trompé là, et vous voyez, ça fait cette erreur. Donc en plus, il voit quand je fais des erreurs, l'étudiant. Enfin voilà. Donc c'est vraiment du cognitif en même temps que le prof. Ensuite, j'appuie sur Entrée, et vous voyez que je suis au même niveau qu'au printf, donc toujours un petit peu en décalé. Et sur cette dernière ligne, je vais mettre Return, espace 0, point virgule. Bon, voilà, vous avez une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à une vidéo, sauf que en tant qu'étudiant, c'est du texte, donc je peux modifier le code ici, vous voyez. Et bon, alors après, il y a tout un tas d'outillages qui permet de compiler le texte, enfin le code langage C, de l'exécuter pas à pas, etc. Donc il y a tout un tas d'outillages, également avec des modules de visualisation de la mémoire, et d'algorithmes avec des graphismes, voilà. Donc c'est un outil innovant qui a été suffisamment efficace pour pouvoir, pour permettre à des grands débutants qui n'ont jamais écrit une seule ligne de code informatique de leur vie d'arriver jusqu'au bout du programme de ces 2 MOOC. Donc j'en suis vraiment très content et j'ai reçu le prix d'ailleurs du MOOC le plus innovant pendant la cérémonie MOOC of the Year l'année dernière. J'ai également d'autres outils qui sont Web Linux et TaskGrader qui sont utilisés dans ce MOOC. Vous pouvez en savoir plus en allant sur le site codecast.info. Alors on passe tout de suite au grand zapping de la vidéo pédagogique, sauf s'il y a des petites questions sur le Codecast avant. Sait-on jamais? On fera à la fin s'il faut. On fera à la fin. Pour introduire ce grand zapping, qu'est-ce qui m'est arrivé quand Fun s'est lancé 2012, 2013, 2014, j'ai commencé à faire des formations, notamment pour la vidéo, et c'était quelque chose de créatif. Donc je voulais donner un aperçu de toutes les vidéos que j'avais trouvées sur le net, de vidéos pédagogiques. Donc il y en a tout un tas de différentes, avec des différentes modalités de visualisation, de production, de moyens de production, etc. Et cette formation-là, c'était pas pour dire quel dispositif
technique de captation de vidéo est bonne ou pas bonne, mais plutôt pour faire quelque chose de très créatif et montrer tout ce qui est possible de faire et de se poser la question. En fait, il y a 3 questions à se poser, et c'est là où je vais en venir pour introduire ce zapping. C'est quand on veut mettre en place un dispositif socio-technique. Pourquoi socio-technique? Parce qu'il y a des humains dans le studio, donc il faut aussi se poser la question de comment l'humain, notamment le prof, va être influencé par le dispositif technique, en bien comme en mal, hein, parce qu'en général ça se passe mal quand on met un prof dans un studio. Là, donc, il faut décrire ce dispositif socio-technique le plus précisément possible et essayer de l'imaginer avant d'acheter le studio, avant de le mettre en place. La deuxième question à se poser, après avoir décrit ce dispositif, c'est quelle sera, et je le répète, quelle sera l'influence sur le professeur? Parce qu'en général, on met un prof face à une caméra, hein, dans nos situations actuelles. Donc, quelle sera l'influence par rapport au dispositif qu'on a choisi? Si on prend le prof et qu'on le met dans un studio avec un fond vert derrière et qu'on lui demande de faire Miss Météo, peut-être qu'il va être vraiment dérouté. Même si on le met face à une caméra avec un prompteur, il va être dérouté aussi. Peut-être que c'est possible qu'il soit filmé directement dans l'amphi, comme on a vu ce matin, et que là il sera moins perturbé puisqu'il a l'habitude de parler en amphi face à ses étudiants. Donc le dispositif sera plus transparent pour lui. Donc il faudra se poser cette deuxième question, l'influence du dispositif sur le prof. Et la troisième question à se poser, c'est quelles sont les modifications de l'institution qui va mettre à disposition ces dispositifs socio-techniques. Donc quelles sont les implications finalement d'achat de matériel, de personnel qui vont gérer tous ces dispositifs de vidéo. Et finalement, quel est le changement qui va s'opérer au sein de l'institution? Il va falloir l'expliciter aussi. Voilà. Alors, quand on regarde mon zapping vidéo, il faut se poser ces 3 questions-là. C'est-à-dire, on regarde un extrait vidéo et on se demande quel est le dispositif qu'ils ont utilisé. On essaye de s'imaginer combien il y a de caméras, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme caméra ou comme dispositif avec des tablettes, peut-être avec des stylets, ce genre de trucs. Le prof, est-ce qu'il a l'air d'être à l'aise ou est-ce qu'il a l'air d'être plutôt pas confortable dans cette situation? Et troisièmement, pourquoi cette institution a fabriqué cette vidéo? Dans quel but? Quel est le changement qui a été opéré au niveau institutionnel pour arriver à diffuser cette vidéo? Voilà le but, et c'est ça que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que quand vous regardez tout mon zapping, à chaque fois que vous regardez une vidéo, vous posez ces 3 questions-là. Alors, on fait un exemple. Très simple, j'ouvre la première vidéo, on va voir. Donc là, je vous passe les commentaires, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire là. vous Non, alors la première, c'est pas intéressant. C'est ce que je vous ai dit moi à l'oral. Et vous pourrez tout voir sur YouTube. Regardez ici un exemple de vidéo que j'appelle le mode dictée. Telle qu'elle a été vécue et perçue, et tenter de la penser en un emboîtement spatial. Guerre de la France, guerre européenne et guerre mondiale. Dimension expérientielle du travail du patient en dehors d'une hiérarchisation des activités humaines et de concevoir un appareillage méthodologique permettant de rendre compte de la dimension subjective de l'activité du sujet. Oui, ça c'est... On se dit, zut, pourquoi on a mis ce prof dans cette situation-là, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je me pose la question. Donc, voilà, des petits exemples concrets comme ça, où on se dit, le dispositif technique est plutôt simple. Dans ce cas-là, on a une caméra qui est peut-être un peu trop haute pour la première personne, hein, parce qu'elle doit regarder en haut, avec un micro, bon, c'est quelconque. Quelle est l'influence sur le prof? Là, par contre, il y a des questions à se poser. Est-ce que vous avez senti que dans ces extraits-là, le prof n'était pas forcément dans la situation normale et qu'il était très perturbé par ce dispositif? Vous le sentez, ça? Eh bien, pourquoi on ignore... Mais alors, pourquoi on s'obstine à faire ce genre de vidéo, alors qu'on sait très bien qu'en mettant un prof dans cette situation-là, ça se passera mal, s'il n'a pas de formation en média training, par exemple?
Et troisièmement, l'institution. Mais qu'est-ce qui lui a pris à l'institution de mettre ce prof dans cette situation face à ce dispositif socio-technique perturbant pour tout le monde, pour le prof et pour les étudiants ensuite. Parce qu'ensuite, il va falloir regarder ces vidéos-là. Bon, je vous laisse vous poser les questions. C'est le but aussi de ce zapping. Un deuxième exemple. Voici un exemple. Où là, c'est un mode entretien. Donc il y aura des exemples du CNAM. Comment on s'y prend pour fabriquer des chiffres sur les coûts et les bénéfices des actions de prévention? Comment vous vous y êtes pris? Alors, nous avons fait un choix qui est très clair. Hein. Leader. Et quelle différence faites-vous entre un manager et un leader? Alors, donc la grande question théorique, encore une fois, on va pas faire de théorique là, c'est à vous de le faire pour votre cours. Dans l'exemple, dans cette entreprise, j'ai un exemple très intéressant. A little bit from Professor Chernoff about how you got to this idea of the commons as a subject for the College of the Environment. The commons is one of the crucial issues that I think we're facing today. And what scares you the most? What are the things that concern you the most? Well, I mean, I am optimistic, I have to admit, but I am pretty worried because we've known about climate change as a scientific principle since the 1800s. Vous avez vu le dernier exemple, celui justement où on voit ce prof. Imaginez-vous le dispositif technique. Parce qu'on a l'impression que c'est fluide, les Américains, ils ont l'habitude de faire de la production audiovisuelle. Contrairement aux Français, on a du mal dans les institutions d'enseignement supérieur. Et de l'éducation nationale. Eux, là-bas, ils ont vraiment une culture du média vidéo, donc ça paraît fluide. Mais si on s'imagine une seconde, est-ce que vous avez calculé le nombre de caméras qu'il y a pour filmer simplement cette scène, avec un prof qui parle à un autre prof en Skype sur son écran vidéo? On se rend même pas compte, mais il y en a au moins 3, au moins. Si on regarde, il y a cette caméra-là, où on voit le prof un peu en face, celle-là, où on voit de côté, et une troisième, où on voit l'écran. Vous vous rendez compte? C'est un studio dans le bureau du prof. Il y a une remarque là. 2. Combien de caméras? Ah oui, plus les 2 webcams, vous avez raison. Oui. Ah ben dis donc, ça en fait 5. Bien vu. Oui, c'est vrai qu'aussi, le fait de parler comme ça peut être perturbant. C'est pas forcément naturel de parler à une webcam et à un écran, même s'il y a un humain dans l'écran. Bon, voilà, dispositif technique. Et puis, souvenez-vous des 2 autres questions qu'il faut se poser. Est-ce que le prof est dans une situation qui lui semble naturelle? A priori, oui, puisqu'il discute avec un pote. Et la troisième, pourquoi l'institution en est venue à fabriquer ce genre de vidéo. Donc il faut regarder dans quel environnement elle a été intégrée, dans un MOOC qui parlait de l'énergie. On était semaine 3, là on voit, c'est marqué, part B, etc. Bon, ok. On continue un petit peu. Pour ce prochain exemple. Là c'est un exemple où on filme un tableau blanc avec un feutre. Donc là c'est mon bureau et je vous montre le dispositif. Il y a une caméra et puis on filme un tableau blanc. Voilà les résultats que ça peut donner. Et le grand N sur le dessin se trouvera ici. X égale moins Z. Lorsqu'on fait la somme des deux, on va trouver un vecteur le long de l'axe des X qui lui n'est pas dans E2. Puis C carré plus B carré plus A carré. Donc A carré plus B carré. C'est la multiplication de matrice. Plus C carré. Et enfin, C plus B plus A, c'est-à-dire A plus B plus C. C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien ce genre de vidéo. Je trouve ça plaisant. Le prof, il doit faire de la gymnastique, donc il doit vraiment avoir une formation pour pas... mais c'est pareil quand on fait des cours au tableau en amphi, hein, pour pas gêner la vision. Bon, vous voyez que là, sa tête, elle prend quand même une partie du tableau. Donc il faut un entraînement spécifique, mais il a l'air d'être à l'aise à faire ça. Évidemment, il faut être aussi à l'aise face à un tableau avec des feutres, mais on oublie souvent qu'un dispositif simple peut être mieux apprécié des profs. C'est-à-dire que les profs de maths, ils ont peut-être l'habitude de tout faire au tableau, de ne pas avoir de PowerPoint, et ils sont super à l'aise quand on leur met un tableau blanc ou un tableau avec une craie.
et on les filme. Voilà. Et ils sont super contents. Et quand on leur demande de le faire sur une tablette avec un PowerPoint, ils sont un peu perdus. Donc il faut aussi, encore une fois, quand on se pose la question du dispositif technique, savoir quel est le dispositif qui influencera le moins le prof, ou alors quelle formation il faut donner au prof pour que l'influence ne soit pas dramatique. Ok, d'autres exemples. Il est 16h50. Dans cet exemple, on va voir un professeur Ok, un professeur qui est filmé en amphi, et là vous allez comprendre pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure sur les cours de l'UPMC qui sont enregistrés automatiquement en amphi. Parce que moi j'ai vu des exemples, on va tout de suite regarder l'exemple, et vous allez essayer de vous mettre dans la peau de l'étudiant qui regarde ce cours-là. You can clearly see that if I go from here to here, if I take an object and go from here to here, that the potential energy will increase, and that's all that matters. Here. Donc, dans ce premier exemple, c'est sympa parce que il a l'air d'être à l'aise, il est avec des étudiants, il montre au tableau, il fait son cours d'habitude, ok. C'est bien filmé là, ce coin-là, on arrive à lire à peu près ce qui est au tableau, et puis il peut montrer des choses au tableau. C'est pas mal ça de montrer avec le doigt. On oublie souvent qu'avec le PowerPoint, c'est difficile de pointer. On peut pas pointer avec le doigt. Il faut utiliser la souris. Enfin, c'est pas évident. Donc ça, il y a aussi des avantages. Il a l'air de se sentir à l'aise. Regardez ici si vous arrivez à suivre. And the result that we found there. And the answer is no. So let's look. Le caméraman essaye de suivre. And let us make a plot of this function. Alors, as a function of distance. Comme ça le cours. The 1/r relationship. Dans cet exemple, on voit bien que... Voilà, donc, je vais vous dire maintenant, au lieu que ce soit moi qui parle, on voit bien que le caméraman, lui, ne va pas forcément suivre le contenu, mais va être focalisé sur le contenant, pour le coup, ou en tout cas la forme. Donc il va plutôt se focaliser sur « Ah tiens, il bouge, donc on va faire un plan large et on va le regarder bouger. Là, il y a un truc qui monte, donc je vais plutôt... » Enfin, il va pas forcément penser au bon endroit du tableau qu'il faudra filmer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le dispositif sociotechnique, il prend aussi en compte le caméraman. Le caméraman, le prof, les interactions, tout. Et il faudra bien définir qu'est-ce qui va se passer de mal potentiellement. D'autres exemples. Dans cet exemple, encore un prof en amphi qui est plutôt... trolley car. Nikolai, if you didn't think you'd get caught, would you pay your taxes? I don't think so. Do I think I should be able to bid for a baby? I'm not sure. It's a market. Do you think Bentham is wrong to add up the collective happiness? I don't think he's wrong, but I think murder is murder in any case. Well, then Bentham has to be wrong. If you're right, he's wrong. Okay, then he's wrong. All right. Thank you. Donc dans cet exemple-là, le dispositif sociotechnique est encore plus complexe puisqu'il y a l'ensemble des étudiants qui sont impliqués dans l'interaction pédagogique. Donc ça veut dire qu'il faut le consentement de tous les étudiants, qu'il faut que tous les étudiants sachent prendre un micro dans la main, le coller au niveau du menton pour pas qu'ils le parlent à côté ou quoi, pour que ce soit enregistré et capté lors de l'enregistrement audio de la vidéo, qui est tout un dispositif pour enregistrer avec plusieurs caméras, enfin, vous pouvez vous imaginer. Voilà, en tout cas, je vous ai donné un aperçu de comment aborder mon zapping de la vidéo. On pourrait, si vous voulez, en regarder encore quelques-unes qui sont très marrantes. Mais je vous ai donné déjà des indices sur les 3 questions à se poser quand on veut mettre en place un dispositif sociotechnique qui implique la vidéo. J'ai aussi écrit une publication en français au colloque QPES, qui parle spécifiquement de l'analyse sociotechnique des dispositifs de vidéo pédagogique. Donc si vous voulez, je peux vous donner la référence. Est-ce que vous voulez encore un exemple ou Oui, bon, c'est drôle. Voici 3 exemples. Alors un autre prof que j'ai rencontré la semaine dernière, David Malan, qui fait un cours d'informatique introductive à Harvard. This is CS50. So I was where you are now some years ago, and when I was a freshman at the time, before, we can literally now proceed to tear this problem in half, the inside then of a hard drive.
The hard drive is where your PC stores most of its permanent data. Faisons une petite pause. Nous voyons ici que le professeur utilise la vidéo en amphi. Or, ils ont utilisé le son qui est diffusé dans l'amphithéâtre au lieu d'utiliser le son original de la vidéo. On peut aussi remarquer que si on fabrique des vidéos pour les MOOC, on peut potentiellement les réutiliser pour des cours en présentiel si nous sommes dans une institution. To do that, the data travels from RAM along with software signals that tell the hard drive how to store that data. The hard drive circuits translate those signals into... To solve that problem does not grow nearly as fast. This would be a logarithmic curve, log of n, where n is just the size of the problem, the number of pages in this phone. Hop, encore une petite pause. Vous voyez ici qu'on voit soit le prof, soit le diaporama. Là, le prof est en train de dire, vous voyez cette courbe-là. Alors, le fait de basculer entre le professeur ou la courbe, on peut avoir du mal à savoir de quelle courbe il est en train de parler. Bon, là, il se trouve qu'il est assez explicite puisqu'il montre la courbe verte, log de n. Mais il faut faire très attention entre le basculement prof qui montre des choses avec ses mains et potentiellement l'image du diaporama où on ne voit pas les mains. And what does this mean in real terms? Well, if we have like 500 people in this room... And many times it's unbounded in the big A architecture, but in real life it needs to be bounded somehow because you can't have infinitely long physical stacks in your machine. Vous voyez, les profs, ils ont l'habitude d'utiliser leurs mains. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien utiliser mes mains quand je parle et j'aime bien montrer des choses. Donc, ce que je dis là, c'est important, c'est quand on fait ce basculement entre la visualisation du PowerPoint ou de ce qui est projeté et la captation du prof qui est en train de montrer des choses avec ses mains, qui aussi donne de l'information et qui pointe au bon endroit l'information qu'il est en train de donner. Voilà, donc il va aussi se poser cette question. On continue ou... Vous voyez qu'il y en a beaucoup, il y en a 19, donc j'ai une playlist YouTube sur lesquelles vous pourrez voir tout ce que vous venez de voir, il y en a d'autres, donc vous pourrez continuer. Allez, une dernière. Je voudrais vous montrer... In fact, you can have a second building over here, several floors, computer systems. What does a server do? A server provides network resources. Vous remarquerez ici des problèmes de lenteur puisqu'il n'y a pas de montage et que l'écriture manuscrite est plus lente que le discours. This very simple system. Again, we have a wall and a spring and an external force acting on that spring. Voici un dispositif assez simple mais pourtant original et ludique. Une ardoise avec une écriture avec des feutres de différentes couleurs comme vous pouvez le voir ici. There's no mass in this system. When the spring is in extension, the force is defined to be positive. And then if it's slowing down, the slope is getting smaller and smaller. So, if I had something that was speeding up and then slowing... Voilà un graphique simple comme je les aime. En rouge, l'Allemagne, en bleu, la France. Pratiquement le même point de départ et un point d'arrivée qui est très différent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est les exportations? Est-ce que c'est l'emploi? Eh bien non, on est dans l'explication. Il s'agit des dépenses de recherche et développement des entreprises exprimées en pourcent du PIB. Quand la dépense de recherche augmente et que cette dépense est efficace, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les entreprises... J'aime beaucoup ce genre d'exemple où on imagine des dispositifs simples qu'on n'imaginerait pas forcément. C'est très créatif. C'est un petit bout de papier, des petits feutres, une petite caméra sur le dessus. On peut s'imaginer que c'est pas forcément évident de mettre la caméra pour qu'elle filme bien au-dessus, que ce soit bien éclairé, qu'il n'y ait pas d'ombre, etc. Mais bon, avec peu de moyens, on peut faire des choses intéressantes, vous voyez. Regardez celui-là aussi, il est intéressant. 122 milliamperes, and the voltage across is from the plus to minus 4.31 volts. Cet exemple est intéressant et il est original même si l'écriture manuscrite est difficilement lisible en bas. Il s'agit de deux professeurs en collaboration avec une expérience au-dessus et les explications sous forme manuscrite simplement écrites sur une feuille juste en dessous. Okay, now we can do another experiment. Notice how the light bulb is lit up and how much it's lit approximately. I will, okay, I'm just doing it. Shall I swap, please? Yes, sir. Okay. And... Bon, tout un tas d'expériences, il y a encore pas mal d'exemples, donc il y
Il y a plus de 70 exemples dans mon zapping. Vous pouvez les regarder. On vous diffusera le lien de la playlist complète. Et je voudrais terminer par vous montrer cette vidéo en particulier, qui est une des dernières. Je voudrais vous faire un... Et je réponds à la question, mais finalement, à quoi sert la vidéo pédagogique dans un MOOC ou autre? Et j'essaye de tirer les points positifs de la vidéo. Enfin, ce que je veux dire, c'est que intrinsèquement, la vidéo apporte de l'information qui ne pourrait pas être transmise par un autre moyen. Alors c'est difficile, parce qu'on pourrait très bien imaginer une image avec du texte, ou quelqu'un qui parle, ou simplement un enregistrement audio, ou une relation sociale avec qui on discuterait d'un problème en particulier. Mais en fait, avec la vidéo, on peut avoir des situations qui ne peuvent être retransmises que par la vidéo. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans cette vidéo-là. Je reprends ici, dans cette vidéo, tous les exemples que j'ai donnés avant. Donc il y a les vidéos diapositives, les vidéos où on filme des expériences, les vidéos où il y a des tutoriels ou comment faire, donc c'est les screencasts qu'on a vu notamment, ou les procédures, on l'a vu ce matin, on parlait de vidéos qui expliquent des procédures. Elles sont utilisées par exemple pour Airbus pour apprendre les procédures d'atterrissage, c'est un exemple. Les vidéos à composantes temporelles, donc c'est pour illustrer des principes dynamiques ou en mouvement ou par accélération ou ralentissement. Donc si on accélère la vidéo ou on ralentit la vidéo, on peut montrer des phénomènes qui autrement ne pourraient pas être perceptibles. Il y a les vidéos multidimensionnelles. Donc par exemple, si vous prenez un groupe de personnes qui est en train de débattre ou une expérience sociologique avec des personnes qui sont en train de faire quelque chose, vous les filmez et ensuite vous rediffusez la vidéo pour pouvoir analyser et commenter ce qui se passe. C'est multidimensionnel puisqu'il peut se passer beaucoup de choses dans les relations sociales, voilà, dans les interactions dans un groupe, dans le comportement humain. Donc le fait d'utiliser la vidéo, on aura beaucoup plus d'informations qu'une simple description textuelle ou un simple fichier audio qui représenterait ce qui s'est passé. On le comprend facilement. Les vidéos d'illustration d'abstraction, par exemple, pour illustrer la poussée d'Archimède, vous me direz qu'on peut faire la même chose avec un texte écrit qui décrirait la poussée d'Archimède de telle sorte qu'on la comprenne une fois qu'on a lu le texte en entier. Mais on peut le faire en vidéo, alors c'est pas forcément intrinsèque à la vidéo là. Dans l'espace 3D, pour visiter des espaces en 3 dimensions, ou pour montrer des choses tangibles, tourner autour. Des vidéos sur le terrain, bien sûr, donc là on est plus proche du documentaire. On le voit apparaître de plus en plus sur certains MOOC. Je trouve ça intéressant de sortir de l'établissement pour produire de la vidéo également. Mécanique, outillage, et des vidéos de performance en art qui m'ont particulièrement touché, que j'ai beaucoup aimé, qui expliquent dans le cinéma, la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre, le dessin, comment produire certaines performances. Ou simplement le fait d'enregistrer la performance en elle-même, on peut apprendre des choses. Et les vidéos d'analyse visuelle, c'est intéressant, vous verrez, si vous voyez certains des exemples dans ma playlist, que grâce à la vidéo, on peut faire des analyses qui combinent l'audio et l'image. Donc si on veut par exemple apprendre l'analyse de Fourier en audio, eh bien c'est avec certaines vidéos, on voit très bien avec un spectrogramme par exemple temporel, on entend le son et on voit le spectrogramme temporel s'afficher, et donc on comprend mieux, grâce à ce phénomène et la temporalité de la vidéo, on comprend mieux l'analyse du Fourier. Bon, c'est un exemple. Et les vidéos synthétiques aussi, c'est-à-dire que par montage, on va faire en sorte qu'on condense l'information énormément, et j'ai des exemples qui sont plutôt même tellement condensés qu'ils en deviennent drôles. C'est-à-dire que quand on fait play, au bout de 15 secondes, on a tellement d'informations et ça va tellement vite qu'on est obligé de revenir pour réécouter et faire pause toutes les 10 secondes pour engranger l'information. Là, donc il y a des exemples qui montrent des équations mathématiques qui sont expliquées super rapidement. On a une vidéo qui fait 2 minutes avec tout un tas d'équations et on est obligé de la regarder 40 fois pour comprendre des petites choses. Donc ça, on peut doser comme ça le taux d'information qui est transmis par la vidéo grâce au montage.
En fait, c'est toute une question de dosage. En fait, il y a des gens qui disent oui, en fait, il faut mieux avoir des vidéos de 5 minutes ou de 2 minutes ou de 1 heure. Mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est la densité d'informations qui est transmise. Parce que je peux vous dire qu'en 2 minutes, je peux vous faire une vidéo qui transmet ce qu'on peut transmettre en 3 heures et que vous êtes obligé de la regarder 40 fois. Est-ce que c'est une bonne vidéo? Ben voilà ce que je voulais dire. Donc j'espère que j'ai fait passer le message. Posez-vous ces 3 questions-là. Quel est le dispositif technique, socio-technique? Quelles sont les influences sur le professeur? Et quels seront les changements au niveau institutionnel? Merci. Bien. Alors, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, n'hésitez pas. Est-ce que, au fur et à mesure de toutes les vidéos que tu as pu regarder, trouver, étudier, est-ce que tu as trouvé des dispositifs qui te semblent fonctionner mieux que d'autres? Est-ce que tu pourrais trouver un petit, je sais pas, un petit classement ou dire, toi, ce qui te paraît le plus efficace? Non, j'ai pas. En fait, je me suis même. En fait, ça paraît tellement évident à dire. Le dispositif technique, pour moi, n'est pas un facteur de meilleur apprentissage. C'est le contenu qui compte. Donc, on peut avoir un dispositif super simple qui ne fonctionne pas du tout ou qui fonctionne super bien en fonction de la personne qui l'utilise pour enregistrer sa vidéo. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on me pose la question, est-ce que tu pourrais faire un classement? Est-ce qu'il y a Le seul classement que je pourrais faire, c'est celui qui, objectivement, dirait, ben voilà les dispositifs qu'on retrouve le plus couramment dans les universités françaises, par exemple. Donc, c'est une sorte de enregistrement par captation directement dans l'amphi, ou un studio avec un fond vert et un prompteur. Et je pourrais faire ce classement-là. Mais je pourrais jamais, moi, tu pourras jamais m'entendre dire ce dispositif est meilleur que celui-là, qui va mieux que celui-là. Alors après, il y a, et comme je l'ai dit tout à l'heure, des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques qui font que de toute façon, si on a cette mauvaise pratique, ça aura une influence négative sur l'étudiant et de toute façon, on le ressent aussi. Donc là, quand j'ai montré certains exemples tout à l'heure, je prenais parti contre certains dispositifs pour dire, ben, vous voyez, dans cette situation-là, ça se passe plutôt mal. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce dispositif n'est pas bon dans d'autres cas d'utilisation. Ok ? D'autres questions? Écoutez, en tout cas, on va remercier encore une fois Rémi Charoc, ainsi que... Ah, entendu, excusez-moi. Concernant l'application que vous avez développée, ça ressemble beaucoup à une application de TP virtuel. Vous êtes inspiré d'une application en particulier ou... Oui, donc on s'est inspiré de ce qui se fait sur Khan Academy, qui ressemble grandement, où on voit un prof qui parle et qui écrit du code en même temps. Alors il se trouve que c'est du code JavaScript, alors qu'ici c'est du code en langage C. Donc ça ressemble beaucoup. On a ajouté ensuite des modules qui permettent de faire de la visualisation de l'algorithme. Donc c'est complètement inspiré de ce qui se fait sur Khan Academy pour ceux qui connaissent. Les outils sont complètement open source, disponibles et installables n'importe où, pour peu qu'on sache installer ce genre d'outils-là sur des serveurs. Comment ? Jupyter Hub. Jupyter Notebook ? Oui, je connais. Ça ressemble, mais il n'y a pas l'audio. Je vais vous montrer peut-être le recorder. Si vous allez sur Recorder, si vous allez sur codecast.info, vous cliquez sur Recorder, et je vais vous montrer, c'est super marrant en fait. Vous cliquez sur Record, et là ça enregistre. Donc je suis déjà en train d'enregistrer quelque chose. Je peux faire mon programme include stdio.h. Je vais écrire un main. Donc je fais tout à fait ce qu'il ne faut pas faire à l'école 42, hein, écrire le code en même temps que je le décris. Printf bonjour. Point virgule, je compile, j'exécute, et voilà, dans la sortie en bas, vous voyez Bonour. Bon ben voilà, je me suis trompé. J'appuie sur stop. Quand j'appuie sur stop, le tout est compressé en MP3. Quand j'appuie sur la disquette, c'est envoyé dans le cloud, sur Amazon Web Service, et j'ai une URL. Et cette URL, quand je la copie et que copy-paste
j'obtiens le player, et si je fais play... Là, ça enregistre. Donc, je suis déjà en train d'enregistrer quelque chose. Voilà. Je peux faire mon programme getInclude stdio.h. Voilà, donc vous avez compris. En quelques clics, le prof peut enregistrer un petit bout de tutoriel de code et le diffuser avec une URL ou l'intégrer dans un site. C'est valable pour le source. C'est compatible avec tous les langages de programmation pour la coloration syntaxique. Par contre, pour la compilation, c'est que pour le langage C et une sous-partie du langage C. On ne prend pas en compte tout le langage C. Oui, bien sûr, l'élève peut faire son enregistrement et envoyer, par exemple, pour l'élève. En synchrone, c'est-à-dire en streaming? Non. Non, là on est obligé de faire l'enregistrement, la compression MP3, l'upload dans le cloud pour pouvoir ensuite le diffuser. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion que je voulais soumettre à l'Assemblée. Je suis assistant des métiers de l'image et du son, et je suis collègue des intervenants de l'UPMC qui sont passés ce matin. Et par rapport à votre question sur est-ce qu'on voit bien à l'écran ce qui est affiché pour les personnes qui regardent en streaming les vidéos. En fait, il s'agit de l'écran informatique, de la tablette informatique du pupitre qui est renvoyé. Et il s'agit pas de filmer le tableau ou un tableau comme on a vu le prof de maths qui est écrit à la craie où on voit effectivement, on peut voir très mal ce qui est écrit. Donc ça, voilà, c'était pour rebondir par rapport à ça. Hein. C'est pas l'écran qui est filmé, c'est un retour d'écran, d'affichage écran de la tablette informatique utilisée par le prof sur le pupitre. Dans ce cas-là, et il y a la possibilité d'avoir le prof en vignette, d'avoir le prof seul sur l'écran, ou inversement, d'avoir la tablette en plein écran, et enfin, vous voyez, on peut choisir le format. L'utilisateur a le choix sur qu'est-ce qu'il veut voir plein écran sur sa tablette, enfin sur son écran à lui, ou soit la tablette du pupitre, soit la caméra qui filme le prof. Et ensuite, sur le dispositif idéal, par rapport à l'intervention de monsieur de l'école 42, effectivement, il n'y a pas de recette. Il n'y a souvent pas de recette. C'est souvent à la carte. C'est-à-dire que moi, pas plus tard que cette semaine, j'ai vu un médecin qui m'a demandé, il souhaite être filmé, il voudrait faire un SPOC, et il voudrait être filmé, mais il voudrait garder l'esprit des étudiants qui se trouvent devant lui. Donc en fait, il s'agit de discuter ensemble, longuement parfois, pour essayer de trouver quelle solution pourrait être sur le plan qualitatif évidemment la meilleure, et sur le plan de la compréhension aussi la meilleure. Donc on est parti sur différentes pistes. Le filmer en studio, lui il voulait filmer. Pour vous citer cet exemple-là, qui est assez parlant, c'est-à-dire qu'il voulait ramener un tableau blanc, écrire dessus, vidéo projetée donc sur l'écran un tableau, et que lui remplirait avec un marqueur devant des étudiants. Donc on partait au départ d'une salle de cours classique, on ramène le tableau blanc, on installe un vidéoprojecteur portable, on connecte au vidéoprojecteur l'ordinateur, on projette le tableau et lui il écrit. Alors, on s'est rendu compte rapidement qu'on avait le reflet du vidéoprojecteur de l'écran qui allait être reproduit sur la caméra. On avait une belle lampe bleue en plein écran vue avec le reflet. Donc bon, je vous épargne les détails, mais on a fini pour le faire en studio, voilà, sans étudiants. Parce que sur le plan logistique aussi, ça peut être compliqué. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi le problème de droit. Si on commence à filmer les têtes des gens en pleine face, on commence à rencontrer des soucis pour les problèmes de droit d'auteur, ce qui n'est pas le cas évidemment quand on les filme de dos. Bon, il n'y a pas de solution toute faite. C'est une discussion, c'est un état des lieux, et pour établir ce que veut réellement le prof par rapport à son besoin réel, pour essayer aussi d'imaginer le rendu final avant d'entreprendre. Avant d'installer du matériel et de se rendre compte trop tard que non, ça va pas le faire parce que pour tout un tas de raisons, les étudiants sont pas venus, ils peuvent pas venir. Enfin, il n'y a pas de solution toute faite en général, sauf pour effectivement les cours filmés en magistère, en amphi,
où là c'est une caméra tourelle, enfin les choses sont assez arrêtées quand même. Là. Mais pour des sujets, enfin pour vos exemples à vous là, il n'y a pas de solution clé en main. Et après les gens ils font ce qu'ils peuvent aussi sur le terrain. Quand vous avez montré les profs, quand vous employez la façon dictée, où le prof évidemment qui lit son texte, qui regarde la caméra, qui lit son texte, c'est pas très heureux à l'image. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Maintenant, quand le prof est en état d'urgence, qui veut faire absolument une vidéo pour dans 2 jours, des fois, voilà, on a ce qu'on a vu là. Et il y a des profs qui sont pas regardants non plus, qui pour eux, ils sont tout. Alors à nous d'apporter avec nos connaissances et nos moyens, leur proposer autre chose, évidemment, quand on peut. Mais quand il y a aussi une urgence, voilà, j'étais un peu long. Très bien, merci. Je vous invite du coup à regarder l'ensemble des vidéos. Il y a des exemples peut-être qui pourraient vous plaire, je pense, où ça combine écran et tableau dans une petite salle. Enfin voilà, je vous invite à regarder mes exemples du coup. Alors, vous retrouverez toutes les présentations, bien sûr, sur le site du CUM. Hein. Donc, vous avez bien compris que pour cette présentation-là, ce sera un lien qui renverra vers toutes les vidéos. Merci encore Rémi Charoc pour la présentation. Ça a été difficile puisque c'est passé le dernier. Donc, et merci à vous surtout d'être venus nombreux parce qu'on a eu quand même une salle qui était bien remplie aujourd'hui. On vous invite à ne pas rater la prochaine journée technique qui aura lieu en octobre. Merci beaucoup.